Il y a des endroits où le temps semble s'arrêter, mais cela ne signifie pas que le passé reste endormi. Parfois, il se réveille. Ce soir, nous nous plongerons au cœur de l'obscurité rurale. Oubliés entre montagnes et chemins de terre, les villages gardent des secrets, des récits qui murmurent des légendes et des peurs ancestrales qui résistent à mourir. Si jamais vous avez ressenti le froid de l'inexplicable loin de la ville, partagez votre expérience dans les commentaires et abonnez-vous pour ne pas manquer ces rencontres avec l'inconnu. Préparez votre esprit, car la première histoire nous attend déjà dans la pénombre. Cette histoire nous a été envoyée par Elena, une abonnée qui a eu une expérience inoubliable dans un petit village de province il y a quelques années. Si vous êtes nouveau ici et que vous aimez ce genre de récit qui vous donne des frissons, je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucune de nos publications. Ce qui suit est son témoignage, une expérience qui la hante encore. Je m'appelle Elena, et l'histoire que je vais vous raconter s'est déroulée il y a déjà 7 ans. À l'époque, j'étais une photographe amateur passionnée par les paysages ruraux et l'architecture ancienne. J'avais entendu parler d'un petit village appelé Valle Escondido à travers un blog de voyage. On disait que c'était un endroit presque figé dans le temps, avec des maisons en pierre et des toits en ardoise, un lieu parfait pour mon projet photographique sur l'Espagne oubliée. J'ai préparé mon appareil photo, quelques provisions et l'enthousiasme de celui qui cherche une aventure tranquille. Le voyage a été long, avec les derniers kilomètres, sur une route de terre à peine discernable, entre les champs de céréales déjà récoltés. Le GPS a perdu le signal bien avant d'arriver, ce qui, au lieu de m'inquiéter, m'a semblé ajouter une touche plus authentique à l'expédition. Finalement, lorsque le soleil commençait à décliner, j'ai vu les premières maisons. Vallée Cachée était, en effet, un nom très approprié. Le village était enclavé dans une vallée, entourée de collines douces et d'une dense forêt de pins à une extrémité. Les maisons étaient en pierre sombre, entassées les unes contre les autres, avec de petites fenêtres et des cours intérieures. On aurait dit un vieux postcard. La première chose qui m'a frappé a été le silence. Ce n'était pas le silence réconfortant de la campagne, mais un silence plus dense, presque oppressant, comme si le son lui-même craignait de le briser. Il n'y avait pas d'enfants jouant, ni de chiens aboyants, ni le murmure de voix que l'on attend dans n'importe quelle communauté, si petite soit-elle. J'ai trouvé la seule auberge du village, une construction solide en pierre avec une façade simple. La porte était entrebâillée. J'ai poussé, et le son de la cloche au-dessus de ma tête a été le seul bruit qui a résonné dans l'endroit. Un homme âgé, au visage buriné et au regard profond, est apparu par une porte arrière. C'était le propriétaire, Don Rafael. Il m'a accueilli avec un mélange de curiosité et de méfiance. « Bon après-midi », lui ai-je dit. « Je cherche une chambre pour quelques jours. »« Peu de gens viennent ici », a-t-il répondu d'une voix grave, me scrutant de haut en bas. « Nous en avons une, celle d'habitude. » Il m'a remis une clé avec un porte-clés en métal usé. La chambre était simple mais propre, avec un lit en fer forgé et une petite fenêtre donnant sur la place du village. En déballant ma valise, j'ai remarqué que la lumière du coucher de soleil pénétrait à peine, et la chambre restait dans une semi-obscurité. Il y avait une odeur particulière, d'humidité et de quelque chose d'autre, quelque chose de vieux, comme du bois millénaire et de la poussière. Je l'attribuais à l'ancienneté du lieu. Je suis descendu pour dîner. Don Rafael m'a servi un ragoût copieux, le seul plat proposé. Dans la petite salle à manger, en plus de moi, il n'y avait que 2 hommes assis à une table, buvant du vin en silence. Leurs regards ont croisé le mien à quelques reprises, mais il n'y a pas eu de salut, juste une observation froide. J'ai décidé d'ignorer l'inconfort et de me concentrer sur la nourriture qui, malgré sa rusticité, était délicieuse. Cette première nuit, le silence du village s'est intensifié. J'ai eu du mal à trouver le sommeil. J'entendais le craquement des poutres en bois de l'auberge, le sifflement du vent s'engouffrant par les fissures de la fenêtre et quelque chose d'autre. Un murmure bas, presque imperceptible, qui semblait venir des murs, comme si le bâtiment lui-même soupirait. Je me suis levé plusieurs fois pour regarder par la fenêtre. La place était déserte, les rues baignées par la pâle lumière d'une lune presque pleine. Les ombres des bâtiments s'allongeaient, créant des figures étranges qui semblaient se mouvoir avec la brise. Je me suis forcé à penser que c'était la fatigue et la nouveauté du lieu. Le lendemain matin, à la lumière du jour, tout semblait un peu moins inquiétant. Je suis sorti avec mon appareil photo prêt à explorer. Le village était petit, avec une église ancienne dont le clocher semblait pencher sous le poids des années, une petite mairie et une poignée de maisons qui s'étendaient sur quelques rues. J'ai remarqué que beaucoup des fenêtres des maisons étaient fermées avec des volets en bois et plusieurs portes montraient des signes d'abandon, bien que les façades soient soignées. Dans la place, je n'ai trouvé qu'une vieille femme balayant l'entrée de sa maison. Ses cheveux blancs relevés en un chignon serré et ses petits yeux vifs m'ont observé avec la même curiosité que Don Rafael. «
Bonjour, lui ai-je dit, essayant d'être amical. Quel joli village vous avez. La vieille femme m'a regardé sans sourire. On y vit tranquillement, fut toute sa réponse, et elle a continué à balayer avec un rythme lent et rythmique, comme si sa vie en dépendait. Le reste de la matinée, je l'ai passé à photographier. Je me suis arrêté à l'église. Son intérieur était sobre, avec peu d'images et beaucoup de bois sombre. Une odeur d'encens rance flottait dans l'air. Dans un coin, derrière un autel latéral, j'ai trouvé une fresque très ancienne et presque effacée par le temps. Elle semblait représenter une scène de sacrifice avec des figures humaines en tunique sombre autour d'un puits ou d'une ouverture dans la terre, et une entité informe qui s'élevait depuis elle. C'était troublant, et j'ai pris plusieurs photos, bien que l'obscurité rendait difficile la capture des détails. Alors que je marchais dans l'une des rues les plus isolées, j'ai remarqué qu'une porte entrebâillée dans l'une des maisons révélait un intérieur sombre et en désordre. Je me suis penché discrètement. Une ombre s'est déplacée rapidement au fond de la pièce. Ce n'était pas une personne. C'était trop rapide, trop insaisissable. Mon cœur a fait un bond. Je me suis éloigné de la porte, ressentant un frisson qui n'avait rien à voir avec la température. Cet après-midi-là, je suis retourné à l'auberge et j'ai trouvé Don Raphaël assis derrière le bar, nettoyant des verres avec un chiffon en lin. J'ai décidé d'essayer de discuter avec lui. « Don Raphaël », lui ai-je dit, « ce village a-t-il toujours été si silencieux ?» Il cessa de nettoyer les verres et me fixa intensément. « Depuis que j'ai mémoire », répondit-il, « il y a des périodes. L'hiver, c'est pire. » J'ai vu une fresque très étrange dans l'église, continuai-je. Elle semblait très ancienne. Savez-vous quelque chose sur l'histoire du village ? Don Raphaël soupira, un son lourd qui se perdit dans le silence. Valle Escondido a ses histoires, comme tous les vieux villages. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas remuer, des choses qui restent. J'eus l'impression qu'il ne voulait pas parler davantage du sujet, et je décidai de ne pas insister. Cependant, son avertissement voilé resta avec moi. Des choses qui restent. Quelles choses ? La deuxième nuit fut pire. Le murmure des murs devint plus perceptible, comme un chuchotement constant, indéchiffrable. Je me convainquis que c'était le vent, ou peut-être les vieilles canalisations. Mais ensuite, j'entendis quelque chose de plus distinct. Des pas lents et traînants dans le couloir, juste devant ma porte. Je me levai furtivement et m'approchai du Judas, retenant ma respiration. Je regardais, le couloir était vide, totalement. Cependant, les pas s'arrêtèrent juste devant ma porte, et ensuite, j'entendis un grattement, très doux, comme si quelque chose essayait d'entrer. Un frisson me parcourut le dos. Je restai immobile, collé à la porte, le cœur battant la chamade. Après ce qui sembla des heures, le bruit cessa. Je me recouchai, mais je ne pus dormir une minute. Au troisième jour, mon enthousiasme pour la photographie avait considérablement diminué, remplacé par une sensation croissante d'inquiétude. Je commençais à sentir que j'étais constamment observé. Ce n'étaient pas les habitants du village, qui restaient peu nombreux et fuyants, mais quelque chose de plus diffus, comme si l'air lui-même avait des yeux. J'ai décidé d'aller dans la forêt, pensant que le contact avec la nature m'aiderait à dissiper ces sensations. La forêt était dense et silencieuse comme le village. Les grands pins formaient un couvert qui laissait à peine passer la lumière du soleil, créant une atmosphère sombre. J'ai marché sans but, essayant de trouver une clairière ou un ruisseau. Soudain, je suis tombé sur quelque chose. C'était une sorte d'autel rustique fait de pierres empilées de manière irrégulière. Dessus, il y avait des offrandes sèches, des fleurs fanées, quelques baies et ce qui semblait être un petit os. Une couche de mousse couvrait la structure, ce qui indiquait qu'elle était très ancienne, mais les offrandes semblaient récentes. Un frisson m'a parcouru. Cela ne faisait pas partie d'aucune tradition catholique que je connaissais. C'était autre chose. Pendant que j'étais là, j'ai senti que la température baissait drastiquement. L'air est devenu lourd et une odeur de terre mouillée et de quelque chose de métallique comme du vieux sang a envahi mes narines. Puis le murmure, ce même murmure que j'avais entendu à l'auberge, mais ici il était plus fort, plus clair, comme si des milliers de voix murmuraient autour de moi, sans mots discernables. Une peur primaire m'a envahi. J'ai laissé tomber l'appareil photo, j'ai oublié l'hôtel et j'ai couru. J'ai couru sans regarder en arrière, le son des voix grandissant derrière moi, comme une marée immatérielle qui me poursuivait. Je ne me suis arrêté qu'à nouveau aux limites du village. Je suis retourné à l'auberge, le corps tremblant et la respiration haletante. Don Raphaël m'a vu entrer. Ses yeux semblaient savoir exactement ce qui m'était arrivé. Il n'a rien dit, mais dans son regard, j'ai vu un mélange de compassion et de résignation. « Demain je pars », lui ai-je dit. Ma voix tremblait encore. Il a simplement hoché la tête lentement.
Cette nuit-là fut le climax de mon cauchemar. Je me suis enfermé dans ma chambre, j'ai placé un meuble lourd contre la porte et je me suis glissé dans mon lit, me couvrant jusqu'à la tête. Les voix étaient partout. Elles venaient des murs, du plafond, du sol. Ce n'était plus un murmure, c'était un chœur de chuchotements inintelligibles qui se mêlait à des lamentations et parfois à ce qui ressemblait à des rires bas et cruels. La fenêtre a commencé à vibrer légèrement. J'ai regardé par-dessus la couverture. La lumière de la pleine lune illuminait la place. Il n'y avait personne, mais les ombres étaient différentes. Elles semblaient plus denses, plus vivantes. Dans les coins sombres, entre les maisons, je voyais des formes se mouvoir, comme si tout le village était habité par une foule invisible. Soudain, un coup fort à la porte, pas un grattement, un coup sec et puissant qui a fait vibrer toute la chambre, puis un autre et un autre. C'était comme si quelque chose ou quelqu'un frappait rythmiquement avec une force inhumaine. Le meuble que j'avais placé contre la porte bougeait légèrement à chaque impact. Mon cœur galopait à toute vitesse. J'ai entendu mon nom, pas avec une voix claire, mais avec de multiples voix, distordues et superposées, qui chuchotaient « Elena, Elena, rejoins-nous, reste !» La panique m'a envahi. Je me suis rendu compte qu'il ne voulait pas que je parte. Le village ne voulait pas que je parte. Ces choses qui restent étaient les habitants de cet endroit, pas les vivants, mais les morts, ou quelque chose de plus ancien, quelque chose qui avait été invoqué et nourri par des générations. La fresque de l'église, l'autel dans la forêt, le silence oppressant, tout s'emboîtait. C'était un endroit où l'invisible avait le contrôle. Dans un accès de désespoir, je me suis traîné hors du lit et je suis allé vers ma valise. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine l'ouvrir. J'ai sorti les clés de ma voiture. Je savais que je ne pouvais pas attendre l'aube. Je devais partir maintenant. Les coups à la porte devenaient de plus en plus frénétiques. Des voix remplissaient la pièce. Je pouvais sentir le froid qui émanait d'elle, un froid glacial qui me pénétrait jusqu'aux os. Alors que j'essayais d'ouvrir la porte, la poignée se déplaça seule, tournant lentement, comme si une main invisible la forçait de l'extérieur. Le meuble glissa un peu plus. À ce moment-là, j'ai vu quelque chose bouger du coin de l'œil. Dans le coin le plus sombre de la pièce, une ombre se détacha du mur. Ce n'était pas l'ombre d'un objet, mais une masse fluctuante et sombre qui grandissait, prenant une forme humanoïde, mais sans trait défini, juste une silhouette. Elle n'avait ni yeux, ni bouche, mais j'ai ressenti sa présence, son ancienneté, sa faim. Avec un cri étouffé, j'ai réussi à tirer le verrou de la porte, poussant le meuble avec une force que je ne savais pas avoir. Je suis sorti en courant de la pièce, sans regarder en arrière. J'ai descendu les escaliers à tâtons, trébuchant dans l'obscurité. L'auberge était complètement plongée dans l'obscurité, sauf pour la pâle lumière de la lune qui filtrait par les fenêtres. Le murmure me suivait, et les coups résonnaient dans toute la maison. Quand je suis arrivé à la porte principale, j'ai vu Don Raphaël. Il était debout, sur le seuil, avec une expression de profonde tristesse sur le visage. Son corps était tendu, ses mains serrées. Il ressemblait à une statue. Quand je suis passé à ses côtés, il a chuchoté « Ne regarde pas en arrière, jamais !» Je suis sorti en courant de l'auberge, vers ma voiture. Les coups ne s'essaient pas dans la maison, mais se joignaient à d'autres sons. Des coups qui venaient maintenant d'autres maisons, un chœur macabre résonnant dans tout le village. Les ombres que j'avais vues auparavant sur la place semblaient danser et se tordre, se transformant en figures à peine visibles, se déplaçant entre les bâtiments. Je suis monté dans ma voiture, j'ai mis la clé dans le contact et j'ai tourné. Le moteur a rugi au premier coup, un son béni. J'ai appuyé sur l'accélérateur et je suis parti à toute vitesse sur la route de terre. J'ai regardé dans le rétroviseur. Le village de Valle Escondido s'éloignait rapidement, mais l'image que j'ai vue dans le miroir est celle qui me hante depuis. Sur la place, juste devant l'auberge, des centaines d'ombres, toutes avec une silhouette humaine, se levaient et se déplaçaient, leurs bras tendus vers moi, comme si elles essayaient de m'attraper, comme si elles voulaient me tirer en arrière, et au milieu de toutes elles, la figure immobile de Don Raphaël, observant mon départ, une larme solitaire brillant sur sa joue sous la lumière de la lune. Je n'ai pas arrêté de conduire jusqu'à ce que le soleil soit déjà haut dans le ciel et que j'ai parcouru des centaines de kilomètres. Je n'ai jamais regardé à nouveau une carte où apparaissait Valle Escondido. Je ne sais pas ce qu'était cet endroit. Je ne sais pas si Don Raphaël est un gardien ou une victime de plus. Je sais seulement que dans certains recoins de ce monde, le voile entre notre réalité et l'incompréhensible est si fin que marcher dans ces rues, c'est comme entrer dans une dimension où les anciens pactes demeurent en vigueur
et la solitude n'est pas l'absence de compagnie, mais la présence de quelque chose qui n'a pas de nom. Et ainsi se termine le récit d'Elena. En réalité, je ne sais pas ce qui serait le plus terrifiant, ne pas trouver d'explication à ce qu'elle a vécu, ou en trouver une qui soit aussi profondément sombre et ancienne que ce qui se devine dans Valle Escondido. Cette image de Don Raphaël, la regardant partir, en dit beaucoup sans prononcer un mot. Si jamais tu as visité un village qui t'a donné des frissons, ou si tu as une théorie sur ce qui est arrivé à Elena, j'aimerais te lire dans les commentaires. Cette histoire nous a été envoyée par Elena, une illustratrice talentueuse qui a un jour décidé de chercher la paix dans un village reculé, sans savoir l'horreur qu'elle y trouverait. Si vous aimez ces récits de lieux isolés, ou si vous avez une expérience similaire que vous aimeriez que je raconte, vous pouvez me l'envoyer. Je lis toujours toutes les histoires qui me parviennent. Maintenant, permettez-moi de vous raconter ce qui est arrivé à Elena dans ce lieu oublié par le temps. Je m'appelle Elena et je suis illustratrice. Pendant des années, la ville a été ma muse, mais il est arrivé un moment où le bruit et l'agitation m'étouffaient. J'avais besoin de silence, d'air pur et d'un peu de la vieille magie que je croyais avoir perdue. C'est ainsi qu'après des heures de recherche sur internet, je suis tombé sur l'annonce d'un petit chalet dans un endroit appelé le village des eaux sombres. Le nom ne m'a pas donné beaucoup de confiance au début, mais les photos montraient un paysage idyllique, des montagnes couvertes de forêts denses, une rivière serpentante et, au centre du village, un vieux moulin à eau qui semblait tout droit sorti d'un conte. J'ai décidé que c'était l'endroit parfait pour mon nouveau projet. Le chalet était simple, mais accueillant. Pierre et bois, avec un petit jardin négligé qui donnait directement sur la rivière. Il était à la périphérie du village, ce qui me garantissait la solitude que je désirais tant. Le village des eaux sombres n'était rien de plus qu'une poignée de maisons dispersées autour d'une petite place, une église qui semblait sur le point de s'effondrer, et bien sûr l'ancien moulin qui se dressait majestueusement au bord de la rivière avec sa roue en bois rongée par le temps. Les premiers jours furent merveilleux. Je me levais au chant des oiseaux, je passais mes matinées à dessiner dans mon studio improvisé et mes après-midi à explorer les sentiers de la forêt. Le silence était si profond qu'au début, il me semblait même écrasant. On n'entendait que le murmure constant de la rivière et le craquement des feuilles sous mes pieds. Parfois, si le vent soufflait fort, je jurerais entendre un léger grincement venant du moulin, comme si sa vieille machinerie refusait encore de se rendre. Les habitants du village étaient peu nombreux et pour la plupart âgés. Au début, leur attitude me semblait simplement réservée. Ils me saluaient d'un hochement de tête quand ils me voyaient, mais leurs yeux restaient fixés sur moi un moment trop long, comme s'ils essayaient de déchiffrer quelque chose. Ils n'étaient pas hostiles, mais pas non plus amicaux. Il y avait une sorte de distance, une barrière invisible qui se dressait entre eux et moi. Quand j'essayais d'engager la conversation, leurs réponses étaient monosyllabiques ou évasives. On aurait dit qu'ils partageaient tous un secret inavouable. Une des rares personnes avec qui j'ai réussi à échanger quelques mots était la propriétaire de la seule épicerie du village, une vieille femme au visage ridé nommée Doña Carmen. C'était la seule qui souriait, bien que son sourire n'atteignît jamais ses yeux. Un jour, alors que j'achetais du pain et du lait, elle me demanda si j'aimais le village. Je lui répondis avec enthousiasme que oui, que c'était l'endroit le plus tranquille où j'avais été. Elle hocha lentement la tête, ses yeux fixés sur un point derrière moi, comme si elle voyait quelque chose que je ne voyais pas. « Le silence peut être trompeur, jeune fille, » me dit-elle d'une voix grave. « Ici, les eaux n'emportent pas seulement des pierres, mais aussi des choses anciennes, des choses qui ne veulent pas être oubliées. » Il m'a rendu ma monnaie, et avec cette phrase cryptique, il a mis fin à la conversation. Je n'ai pas voulu insister, mais ces mots sont restés gravés dans mon esprit. Au fil des semaines, les petits détails ont commencé à s'accumuler. Le grincement du moulin, qui au début m'avait semblé une imagination, est devenu plus persistant. Parfois, surtout au crépuscule, il semblait que la vieille roue tournait, bien qu'il n'y ait pas assez de courant dans la rivière pour la faire bouger. Une nuit, un bruit venant de l'extérieur m'a réveillé. Au début, j'ai pensé que c'était le vent, mais c'était un lamentement. Un gémissement prolongé et guttural qui glaçait le sang. Ce n'était pas un animal, non. Cela sonnait ancien, humain mais déformé. Je me suis levé du lit, j'ai regardé par la fenêtre, mais tout était sombre et silencieux, sauf pour le murmure constant de la rivière et le grincement déjà familier du moulin. J'ai commencé à sentir que je n'étais pas seul dans la cabane. Ce n'était pas une présence physique mais plutôt une sensation constante d'être observé. Mes dessins, autrefois remplis de l'énergie vibrante de la nature, ont commencé à adopter des teintes plus sombres, des formes plus tordues,
Sans m'en rendre compte, mes traits se remplissaient de figures allongées, d'ombres dansantes et d'yeux qui semblaient me regarder depuis les profondeurs du papier. Un matin, alors que je me promenais dans la forêt à la recherche d'inspiration, j'ai découvert une petite clairière que je n'avais jamais vue auparavant. Au centre, il y avait un cercle de pierres couvertes de mousse et au milieu, un tronc d'arbre creux. Je m'approchai avec curiosité et vis qu'à l'intérieur du tronc se trouvait une petite offrande, quelques baies sèches, une plume de corbeau et une petite poupée grossièrement sculptée dans le bois avec des yeux en pierre. Je ne pus m'empêcher de ressentir un frisson. Cela ressemblait à un rituel ancestral, quelque chose qui se faisait pour apaiser une entité. Je décidai de ne rien toucher et m'éloigner rapidement, le cœur battant la chamade. Cette nuit-là, le lamentement revint, mais cette fois, il était beaucoup plus clair et proche. On aurait dit qu'il venait de la rive du fleuve, juste derrière ma cabane. Je rassemblai mon courage et allumai une lampe de poche. Je me penchai par la porte arrière qui donnait sur le jardin. La lumière de la lampe de poche fendit l'obscurité. Il n'y avait rien, juste le fleuve, les arbres et le moulin au loin, dont la silhouette semblait plus imposante, presque menaçante. Mais alors, je le vis. Une silhouette grande et mince, à peine une ombre plus dense que la nuit, se déplaçait rapidement entre les arbres de l'autre rive. Ce n'était pas un animal, c'était trop droit, trop intentionnel dans son mouvement. Mes jambes restèrent paralysées par la terreur. La silhouette s'arrêta un instant et sembla me regarder, bien que je ne pus distinguer aucun trait. Je ressentis une piqûre de froid qui me traversa jusqu'aux os. Puis, elle se dissipa dans l'obscurité de la forêt. Je retournai à la cabane en tremblant, verrouillant la porte et tirant toutes les rideaux. Je me demandais si les lamentations venaient de cette chose, ou si cette chose était celle qui les causait. L'idée que quelque chose d'autre habitait la forêt, si près de moi, me glaçait le sang. La paix que j'avais recherchée s'était transformée en une prison de paranoïa. Le lendemain, j'ai décidé de rendre visite à Doña Carmen à nouveau, dans l'espoir qu'elle me donne une explication, un indice. En entrant dans sa boutique, je l'ai trouvée assise derrière le comptoir, avec un regard plus sérieux que d'habitude. « Tu as passé une mauvaise nuit, n'est-ce pas, ma fille ?» m'a-t-elle dit, sans que j'aie besoin de poser la question. J'ai hoché la tête, surprise qu'elle le sache. « Comment le savez-vous, Doña Carmen ?» Elle a soupiré. Son regard s'est perdu à un point au-delà de la fenêtre. Ici, nous savons tout. Les Aguas Sombria, ce n'est pas seulement un joli nom. Il y a quelque chose dans cet endroit. Elena, quelque chose qui a toujours été ici. Et le moulin. Le moulin est le cœur de tout. Je me suis approché du comptoir. Qu'est-ce que c'est? Qu'y a-t-il dans le moulin? Cette ombre que j'ai vue hier soir, a-t-elle un rapport? Doña Carmen a baissé la voix. Presque un murmure. Il y a des histoires. On dit qu'il y a longtemps, le village était prospère grâce au moulin. Il ne moulait pas seulement du grain, on dit qu'il moulait aussi le temps. Les gens ne vieillissaient pas, mais en échange, il fallait faire des offrandes, le maintenir, nourri. Nourri avec quoi? Ai-je demandé, ma voix à peine un fil. Elle m'a regardé droit dans les yeux, avec une intensité qui m'a fait reculer d'un pas. Avec la peine, avec la peur, avec la douleur. Quand les gens ont commencé à sentir que c'était trop, ils ont refusé. Le moulin a cessé de tourner, la jeunesse est partie, et avec elle, la prospérité. Mais ce que le moulin avait éveillé, cela n'est pas parti. Qu'est-ce qu'il a éveillé? Ai-je insisté. Les gardiens de l'eau, des ombres qui errent. Elles viennent quand le moulin a faim. Ils viennent chercher ce dont le moulin a besoin pour recommencer à tourner, pour que le village revienne à la vie. Et pourquoi me le racontez-vous maintenant? Lui ai-je demandé, un mélange de terreur et de colère grandissant en moi. Parce que vous êtes dans la cabane la plus proche du moulin, mademoiselle, et parce que vos dessins réveillent en quelque chose. Ils sont comme un aimant pour les vieilles ombres. Je suis sorti de la boutique de Doña Carmen, la tête en tourbillon. Des gardiens de l'eau, un moulin qui se nourrissait de douleur, cela sonnait comme de la folie, comme une superstition archaïque. Mais l'image de l'ombre dans la forêt, le lamentement, l'atmosphère oppressante du village, tout s'emboîtait d'une manière troublante. Et mes dessins, cela m'horrifiait de penser que mon art, ma façon de m'exprimer, pouvait être une sorte de catalyseur pour quelque chose d'aussi sombre. La curiosité mêlée à une peur atroce commença à me ronger. J'avais besoin de voir le moulin de près, j'avais besoin de comprendre, ou peut-être j'avais juste besoin de faire face à mes peurs une bonne fois pour toutes. L'après-midi de ce même jour, alors que les derniers rayons de soleil teintèrent le ciel d'orange et de violet, je me suis approché du moulin. La structure en pierre et en bois se dressait imposante, ses fenêtres aveugles comme des yeux vides.
Le grincement était plus fort maintenant, comme le gémissement d'une bête blessée. La roue du moulin, bien que immobile, semblait vibrer d'une énergie propre. Un frisson m'a parcouru en voyant l'eau de la rivière, sombre et profonde, tournant dans un tourbillon lent et constant près de la base du moulin, comme si quelque chose l'aspirait vers l'intérieur. J'ai décidé que je reviendrais la nuit. Ce serait de la folie, je le savais, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. L'adrénaline coulait déjà dans mes veines, et une partie de moi, la partie la plus intrépide de mon esprit artistique, voulait être témoin de ce qui se passait là-bas. Je voulais le dessiner, le capturer, même si mon instinct de survie criait le contraire. Lorsque la lune était à son zénith, une lumière pâle et froide se faufilait entre les nuages, projetant des ombres allongées et déformées. Je mis un épais manteau, pris ma lampe de poche et un petit carnet de croquis et sortis de la cabane. L'air était glacial et lourd, chargé de l'odeur d'humidité et de quelque chose d'autre, quelque chose que je ne pouvais identifier, mais qui me semblait ancien et métallique. Chaque pas que je faisais sur le sentier menant au moulin résonnait dans le silence de la nuit. En m'approchant, le grincement se transforma en un son constant, une sorte de crissement métallique mélangé au murmure de l'eau. Mais ce n'était pas seulement le grincement, il y avait un autre son, plus subtil, comme un murmure constant venant des profondeurs du bâtiment. Cela ressemblait à une prière ou à un chant guttural dans une langue inconnue. La porte en bois du moulin était entr'ouverte, m'invitant à entrer. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser dans ma poitrine. Avec la lampe de poche à la main, je la poussai lentement. Un craquement sinistre rompit le silence et l'intérieur du moulin se révéla devant moi. C'était un espace vaste, sombre et humide. Le plafond était haut, avec des poutres en bois épaisses qui se perdaient dans l'obscurité. L'air était lourd, avec une odeur de moisissure, de poussière et de quelque chose de putride qui me retournait l'estomac. Ma lampe de poche n'éclairait guère l'espace, mais ce que j'ai vu au centre m'a coupé le souffle. Les énormes meules étaient là, immobiles, mais la machinerie en bois autour d'elles était en mouvement. Les engrenages, les courroies, les axes, tout tournait lentement, sans que personne ne les actionne. Il n'y avait pas de courant d'eau visible faisant tourner la roue extérieure. L'énergie semblait provenir de l'intérieur, d'une source invisible. Et le son, le chant guttural devenait plus intense, comme s'il venait des mêmes pierres. Ce n'était pas une voix, c'était une vibration, une mélodie profonde qui semblait émaner de la pierre, résonnant dans mes os. Mes yeux s'étaient adaptés à la pénombre, et c'est alors que j'ai vu les murs. Ils étaient couverts de symboles. Ce n'étaient pas les typiques runes anciennes que l'on trouve dans les livres d'histoire, mais quelque chose de plus organique, de plus tordu. Des formes géométriques qui semblaient bouger, des lignes qui s'entrelaçaient comme des veines, des figures anthropomorphiques qui ressemblaient aux ombres que j'avais dessinées sans m'en rendre compte. Certaines de ces lignes et symboles étaient gravées dans la pierre et d'autres semblaient fraîchement dessinées avec une substance sombre et visqueuse qui brillait faiblement d'une lumière propre, une lueur verdâtre. Mon regard s'est arrêté au centre des meules. Il y avait quelque chose là, ce n'était pas des grains, ce étaient de petits objets, des formes irrégulières qui semblaient être des morceaux de bois, de petits os et d'autres restes que je n'ai pas pu identifier. Les pierres tournaient lentement, les broyant avec un craquement macabre qui sonnait comme de la chair et des os. Mais le plus terrifiant de tout cela n'était pas la vision de la machinerie en mouvement ou des symboles sur les murs, c'était la présence. Je n'ai vu personne, mais je l'ai ressenti. Une entité immense, puissante, occupant chaque recoin du moulin. Elle n'était pas hostile, pas immédiatement. Elle était observatrice. J'ai ressenti une curiosité froide et pénétrante qui n'était pas la mienne. Comme si quelque chose dans le moulin m'évaluait, analysait mon essence. Et puis, j'ai ressenti un toucher. Pas physique, mais mental. Une vague d'images a inondé mon esprit, des visages de personnes âgées, leurs expressions de douleur, de résignation, d'une peur ancienne qui se répétait encore et encore. J'ai vu des mains offrant des choses au moulin, murmurant des mots incompréhensibles. Et dans chaque image, le moulin tournait avec une voracité insatiable, avec une soif qui ne se rassasiait jamais. C'est alors que j'ai compris. Doña Carmen avait raison. Le moulin ne se contentait pas de moudre du grain, il moulait quelque chose d'autre, quelque chose d'intangible. Et ce qui était dans le moulin, les gardiens de l'eau, ou quoi que ce soit, étaient les collecteurs. Ils étaient ceux qui alimentaient le moulin avec la peur, la tristesse, l'essence même de la vie du village. Et moi, avec mon art, avec ma sensibilité à ce qui m'entourait, j'avais été attiré ici. J'avais commencé à ressentir le moulin, et cela me transformait en une offrande possible. Le chant guttural est devenu plus fort. Les vibrations des meules se sont intensifiées.
Les symboles verdâtres sur les murs ont commencé à pulser avec une lueur plus intense, comme un cœur battant dans l'obscurité. J'ai senti que quelque chose s'approchait de moi, non pas en marchant, mais en glissant le long des murs, dans l'air. Un froid glacial m'a enveloppé, pas le froid de l'environnement, mais un froid qui pénétrait l'âme. Mes jambes se sentaient comme du plomb, mais un instinct primitif de survie m'a envahi. Je devais sortir de là. J'ai laissé tomber la lampe de poche qui s'est brisée avec un tintement métallique, me plongeant dans l'obscurité presque totale. La seule chose qui me guidait étaient les symboles palpitants et le son atroce des pierres qui broyaient. Je me suis retourné et j'ai couru, trébuchant sur mes propres pieds. J'ai senti un souffle froid dans ma nuque et pendant un instant, un murmure qui n'était pas celui du moulin, mais une voix profonde et rauque qui m'a appelé par mon nom. Je suis sorti du moulin en titubant, l'air frais de la nuit ne m'avait jamais semblé aussi béni. J'ai couru sur le sentier sans regarder en arrière, le son du moulin et les lamentations me poursuivant dans le vent. Je ne me suis pas arrêté avant d'arriver à ma cabane, où je me suis affalé contre la porte, tremblant de manière incontrôlable. Je suis resté là, recroquevillé, jusqu'à ce que les premiers rayons du soleil filtrent par la fenêtre, promettant un nouveau jour. Je n'ai pas dormi. Dès qu'il y avait suffisamment de lumière, j'ai emballé mes affaires à la hâte, lançant tout dans la valise sans ordre ni méthode. Je ne me suis pas soucié de laisser certaines affaires derrière moi. Je voulais juste partir le plus loin possible du pueblo de Las Aguas Sombrias et de son ancien moulin. En sortant de la cabane, j'ai vu quelques-uns des anciens du village. Ils me regardaient depuis leur porte, leur visage impassible, mais dans leurs yeux, il y avait un étrange mélange de tristesse et de soulagement, comme s'ils savaient ce que j'avais vu et qu'ils étaient contents que ce soit moi qui parte et non eux. Je ne suis jamais retourné dans ce village. Je n'ai même pas osé dessiner pendant un certain temps. L'expérience m'a laissé une profonde cicatrice. Parfois, lors des nuits d'insomnie, je peux encore entendre le grincement du moulin et le chant guttural, et voir les symboles palpiter dans l'obscurité. Et dans mes dessins, de temps en temps, sans m'en rendre compte, apparaît la figure d'une ombre allongée, ou le profil d'un moulin avec des yeux vides. Les eaux ombreuses, comme disait Doña Carmen, n'entraînent pas seulement des pierres, elles entraînent des âmes, des histoires et des peurs. Et une partie de mon âme, sans aucun doute, est restée piégée pour toujours dans l'obscurité de cet ancien moulin. Et ainsi se termine le récit troublant d'Elena. Elle dit que le silence des villages ne lui semble plus si paisible, et que la curiosité a parfois un prix très élevé. Elle n'a jamais réussi à déchiffrer la vérité complète de ce qu'elle a vu, mais le mystère l'accompagne. Si vous avez également vécu quelque chose d'inexplicable dans un endroit reculé, ou si vous avez une histoire que vous aimeriez partager pour de futurs épisodes, n'hésitez pas à me l'envoyer, j'aimerais beaucoup la lire. Cette histoire nous a été envoyée par une abonnée nommée Laura, qui nous a écrit depuis un petit village de Patagonie. Ce qui lui est arrivé a complètement changé sa façon de voir le monde rural, un endroit qu'elle pensait être son refuge. Avant de plonger dans son récit, si ce type de contenu te plaît et que tu veux plus d'histoires comme celle-ci, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Nous publions de nouvelles expériences chaque semaine. Maintenant, viens avec moi découvrir le secret de El Rincón Perdido. Je m'appelle Laura, et jusqu'à il y a quelques années, je menais une vie assez normale dans une ville. Des emplois de bureau, le tumulte quotidien, le bruit constant. J'ai toujours rêvé de tranquillité, d'un endroit où le temps semblait s'arrêter, où l'air était pur et le silence, un cadeau. Lorsque ma tante, que je connaissais à peine, est décédée et m'a laissé en héritage sa vieille maison dans un village reculé, j'ai pensé que c'était le signe que j'attendais. El Rincón Perdido, c'est ainsi que s'appelait le village, sonnait comme un conte de fées, un endroit sorti d'une histoire. Et d'une certaine manière, c'était le cas, bien que ce ne soit pas précisément un conte de fées. Je me souviens du voyage. Il a été long, interminable. Des heures de bus sur des routes qui devenaient de plus en plus étroites et solitaires, jusqu'à ce que l'asphalte cède la place au gravier. La Patagonie, vaste et désolée, m'enveloppait. El Rincón Perdido est apparu soudainement, presque comme un mirage. Une poignée de maisons en adobe et en bois, certaines avec des toits en tôle rouillée, éparpillées sans un ordre apparent le long d'un ruisseau. Il n'y avait pas de magasin, à peine un bar qui faisait aussi office de magasin, et une petite chapelle en pierre. Le silence était si profond qu'au début, il m'a semblé assourdissant. La maison de ma tante était l'une des plus anciennes, située un peu à l'écart des autres, au bout d'un chemin de terre qui s'enfonçait dans un petit bois. Elle était grande, à 2 étages, avec des murs en briques apparentes et des tuiles sombres. Un jardin négligé l'entourait, envahi par des mauvaises herbes et quelques vieux arbres dont les branches semblaient des griffes sèches. Lorsque je suis entré pour la première fois, l'odeur d'humidité et de bois anciens m'a frappé. C'était une odeur dense,
comme si les années s'étaient solidifiées dans l'air. Les fenêtres étaient recouvertes de poussière et les meubles, recouverts de draps blancs, semblaient des fantômes muets dans la pénombre. Les premiers jours furent de pure euphorie. J'ai nettoyé sans relâche, ouvert les fenêtres pour laisser entrer le soleil et chasser l'obscurité accumulée. J'ai commencé à planter dans le jardin, avec l'idée d'en faire un petit potager. Les quelques voisins que j'avais étaient aimables, mais distants. Ils me regardaient avec curiosité, une curiosité teintée de quelque chose que je n'ai pas su déchiffrer au début. Une vieille femme, Doña Elena, qui vivait dans la maison la plus proche, m'a apporté du pain fait maison et quelques légumes. Elle m'a dit, d'une voix douce mais ferme, que El Rincón est un endroit tranquille si l'on sait le respecter. Je l'ai remerciée sans comprendre la nuance de ses paroles. À la tombée de la nuit, le silence du village devenait absolu. C'était un silence qui ne me laissait pas tranquille, un silence lourd, plein d'échos et de chuchotements que mon esprit semblait convoquer. Au début, je l'ai attribué à la fatigue, à l'adaptation à un environnement si différent. Mais bientôt, ces sons sont devenus plus spécifiques. C'était le son de pas, léger, traînant, comme si quelqu'un marchait pieds nus dans le couloir de l'étage supérieur. Ma maison avait 2 chambres à l'étage et une salle de bain, toute vide, sauf pour quelques meubles recouverts. Chaque fois que je les entendais, je restais immobile au rez-de-chaussée, retenant ma respiration. Quand je montais, lampe de poche à la main, je ne trouvais rien. Les draps continuaient à couvrir les meubles, la poussière intacte sur le sol. J'ai commencé à penser que c'était le vent qui s'infiltrait par les vieilles fenêtres, ou le bois qui craquait. Mais le rythme des pas était trop régulier, trop semblable à celui d'une personne. Une nuit, alors que j'essayais de lire dans le salon, j'ai entendu un bruit sec dans la cuisine. Je me suis levé d'un bond, le cœur battant dans ma gorge. En arrivant, la casserole en fer que j'avais laissée sécher sur le plan de travail était par terre. J'étais sûr de l'avoir bien placée. Je l'ai ramassée, ressentant un froid inhabituel dans l'air, malgré le poêle allumé. C'était le premier objet à bouger. Ce ne serait pas le dernier. J'ai commencé à remarquer de petites choses, des objets qui changèrent de place. Un peigne que je laissais dans la salle de bain apparaissait sur ma table de nuit. Une tasse de café que je lavais et laissais égoutter, je la trouvais sur une chaise de la cuisine. C'étaient des choses sans importance, mais suffisamment étranges pour commencer à me perturber. J'ai pensé que peut-être j'étais stressé, que l'isolement m'affectait plus que je ne le pensais. Un jour, en travaillant dans le jardin, j'ai déterré quelque chose de particulier. C'était une poupée, mais pas une poupée de jouet. Elle était petite, en tissu, cousue de manière rudimentaire, avec des boutons pourrieux et des cheveux en laine foncée. Ce qui était inquiétant, c'était qu'elle était enveloppée de mèches de cheveux humains et attachée avec un ruban rouge. La poupée avait une aiguille enfoncée dans la poitrine. J'ai ressenti un frisson me parcourir le dos. J'ai décidé qu'il valait mieux m'en débarrasser. Je l'ai brûlée dans un petit feu de camp que j'avais fait pour les restes de taille. La fumée qu'elle a dégagée était dense et avait une odeur sucrée, presque nauséabonde, de chair brûlée. Quand les flammes ont consumé la poupée, j'ai eu l'impression d'entendre un soupir étouffé, un son que le vent a emporté instantanément. Cette nuit-là, les bruits se sont intensifiés. Ce n'étaient pas seulement des pas, c'étaient des murmures, des voix faibles, comme celles de plusieurs personnes parlant à voix basse, venant de l'étage supérieur. Je n'arrivais pas à distinguer des mots, juste la cadence d'une conversation sombre. Je me suis couverte la tête avec l'oreiller, essayant de me convaincre que c'était mon imagination. Mais la peur, une sensation froide et collante, s'accrochait à moi. La sensation d'être observé est également devenue constante. J'étais dans le salon et je sentais un regard depuis le couloir. Je marchais dans le jardin et j'aurais juré que quelqu'un m'observait depuis la fenêtre du haut. Mais je ne voyais jamais personne. Juste l'ombre, la silhouette floue de ce qui semblait être une vieille femme qui s'évanouissait au moment où je tournais la tête. Une rencontre avec Doña Elena, ma voisine, m'a laissé encore plus troublé. Je l'ai croisée sur le chemin, en allant chercher du bois. Elle avait un regard sérieux. « Mademoiselle Laura », m'a-t-elle dit, sa voix grave, « vous avez déplacé les affaires de votre tante, n'est-ce pas ?» Je lui ai parlé de la poupée, ressentant une douleur de honte. Elle a lentement secoué la tête. « Il y a des choses qu'il vaut mieux laisser telles qu'elles sont. Votre grande-tante savait comment tenir à distance ceux qui habitent cette maison. »« De quoi parlez-vous, Doña Elena ?» demandai-je, ma voix tremblante. Elle me regarda avec ses yeux perçants. « El Rincón n'est pas un village pour tout le monde, ma fille. Il y a des esprits anciens ici. La terre les retient, et certains, les plus vieux, s'accrochent aux maisons, aux familles. Votre grande-tante était spéciale. Elle savait comment les traiter. Vous n'auriez pas dû brûler ce que vous avez trouvé. » Ces mots s'enfoncèrent dans mon esprit comme des aiguilles. Ce qui habite cette maison. Esprits anciens,
Cette nuit-là, je dormis à peine, les murmures étaient en plus clairs, et une odeur de terre humide et d'herbe brûlée, très semblable à celle de la poupée, imprégnait ma chambre. Je décidai d'enquêter. La maison avait une petite bibliothèque pleine de vieux livres. Parmi eux, je trouvai un journal de ma grande-tante. Les premières pages parlaient de sa vie normale, mais au fur et à mesure, le ton changeait. Elle parlait des voix, de elle et des gardiens. Elle décrivait des rituels pour maintenir l'équilibre, pour apaiser la terre. Elle mentionnait le puits dans le jardin que j'avais vu et le décrivait comme la bouche du lieu, un portail. Ma grande-tante, apparemment, n'était pas seulement une vieille femme solitaire. Elle était la gardienne de quelque chose, responsable d'une sorte de pacte ou de tradition qui tenait à distance les entités du Rincón Perdido. Et moi, en brûlant la poupée et en déplaçant les choses, j'avais rompu cet équilibre. La panique s'empara de moi. Je ne pouvais pas comprendre. Les pages du journal devenaient de plus en plus incohérentes, plus frénétiques, remplies de dessins étranges et de symboles. Il y avait une section dédiée à la vieille, décrite comme une entité féminine ancestrale, connectée à la terre qui exigeait du respect et, parfois, des offrandes. Si cela n'était pas fait, disait le journal, elle vagabonderait et réclamerait ce qui lui appartient. Cette nuit-là, ce qui s'est passé m'a fait fuir. J'étais dans mon lit, le journal entre les mains, le froid me pénétrant jusqu'aux os. Les murmures de l'étage s'étaient transformés en rires étouffés, secs et cruels. Les planches du sol gémissaient comme si quelqu'un dansait une valse macabre. Puis, la porte de ma chambre, que j'avais fermée à clé, s'est ouverte lentement. Il n'y avait pas de vent, pas de courant d'air. Elle s'est simplement ouverte, révélant l'obscurité du couloir. Une silhouette est émergée de l'obscurité. Ce n'était pas une ombre diffuse cette fois. C'était la silhouette d'une vieille femme, courbée, portant une robe sombre et ayant de longs cheveux blancs tombant sur ses épaules. Je ne pouvais pas voir son visage clairement, seulement 2 points brillants qui semblaient être des yeux, mais je sentais son regard. C'était un regard qui ne promettait rien de bon, un regard rempli d'une ancienneté et d'une malveillance qui me paralysait de terreur. Elle ne bougeait pas, elle était simplement là, sur le seuil, m'observant en silence. La chambre s'est refroidie de manière antinaturelle et je pouvais sentir son souffle, un souffle qui sentait la terre et la tombe, effleurant mon visage. Le journal de ma tante est tombé de mes mains. À cet instant, la silhouette leva une main osseuse, me désignant. Et puis, avec une voix qui n'était pas un murmure, mais un chuchotement rauque et guttural qui remplissait toute la pièce, elle dit un seul mot, « À moi !» Je criais. Je criais de toutes mes forces, un cri qui se perdit dans le silence de la nuit. Je me levai du lit, trébuchai sur le journal et sortis en courant. Je ne pris rien, ni mes clés, ni mon portefeuille, ni mon téléphone. J'ouvris la porte de la maison en un coup et courus sans me retourner sur le chemin de terre, à travers le jardin sombre, avec les branches des arbres me griffant le visage. Je ne m'arrêtai pas avant de voir les premières lumières des maisons du village. Doña Elena me trouva tremblante sur le seuil de sa maison, presque à l'aube. Elle m'emmena à l'intérieur, me fit une tisane et me couvrit d'une couverture. Je n'eus pas à lui expliquer quoi que ce soit. Elle le savait déjà. « Elle t'a vu ?» dit-elle, ses yeux remplis d'une tristesse ancestrale. « Maintenant, elle t'a réclamé. La vieille n'oublie pas mademoiselle Laura. » Je lui demandai ce que cela signifiait, ce que je pouvais faire. Elle soupira simplement. « Tu dois partir et ne jamais revenir, jamais. » Et c'est ce que je fis. Je parvins à peine à faire en sorte que quelqu'un du village me conduise à la gare routière la plus proche, à plusieurs kilomètres de là. La maison, mes affaires, tout resta là. Cela ne m'importait pas. La seule chose que je voulais, c'était sortir de El Rincón Perdido, m'éloigner de la vieille et de ce village qui gardait des secrets si anciens et terrifiants. Des années ont passé depuis cette nuit-là. Je suis retourné en ville, j'ai essayé de reprendre ma vie, mais la paix que je cherchais à la campagne s'était transformée en un tourment silencieux. Parfois, lors des nuits les plus calmes, quand le vent souffle d'une certaine manière, je jure que je peux entendre un murmure lointain, un rire étouffé qui me rappelle cette voix rauque. Je sens le souffle froid sur ma nuque et l'odeur de terre mouillée. Parfois, quand je suis seul, je ferme les yeux et je vois cette silhouette courbée sur le seuil de ma chambre, ses yeux brillants fixés sur moi. Je ne sais pas si elle m'a réclamé dans le sens où elle me suivrait ou si l'expérience m'a marqué pour toujours, mais je sais que la vieille m'a vu et qu'à cet instant, au cœur de la Patagonie, dans un village oublié par le temps, j'ai rompu un équilibre ancestral que je n'aurais jamais dû toucher. Et bien que physiquement je sois loin, une partie de moi, je crois, reste à moi, à El Rincón Perdido. Et ainsi se termine le récit troublant que Laura nous a partagé. C'est une preuve que certains lieux gardent des secrets si profonds qu'il vaut mieux ne pas les déterrer. Je me demande ce qui se serait passé si Laura était restée, ou si sa tante avait laissé un autre indice. Si cette histoire t'a laissé pensif,
Laisse-moi un commentaire en me disant ton avis. J'adore lire vos théories et expériences. Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'encourage à t'abonner pour ne manquer aucune de ces histoires qui nous laissent la chair de poule. Repose-toi bien et à la prochaine expérience.